Bien, le débat était lancé. Là, nous avons hâte de poursuivre avec cette table ronde qui, j'espère, répondra à vos questions, celles que vous posez et celles que vous ne posez pas encore, sur comment les acteurs non lucratifs s'inscrivent dans la loi sur l'économie sociale et solidaire. Alors, 4 temps pour notre table ronde. Des propos introductifs, tout d'abord. Pour savoir où on va, il faut toujours savoir d'où on vient. Donc, quelques repères historiques avec Henri Noguès, qui est professeur émérite à l'université de Nantes et qui est président de l'ADES, entre autres. Et puis, en complément, Edith Archambault nous donnera quelques repères statistiques sur notre place, que nous représentons le secteur associatif, entre autres. Edith Archambault, qui est professeure émérite à l'université Paris 1 et vice-présidente de l'ADES et vice-présidente du comité de la charte. Vous avez en commun tous les deux d'être membres du conseil de prospective de l'UNIOPS. Alors, je vous laisse la parole pour ces propos introductifs sur quelques repères historiques. Très bien, j'ai promis de laisser 2 minutes de plus à Edith, donc il faut que j'aille un peu rapidement. Le diaporama sera disponible après sur le site, donc si ça passe un peu vite, ne vous inquiétez pas. D'abord, il faut bien voir que c'est un exemple de démocratie participative, d'une certaine manière, à laquelle on assiste aujourd'hui avec la mise en place de cette loi cadre, parce que c'est la société civile qui a commencé à la remettre à l'agenda, et notamment à partir de 1970, les coopératives et les mutuelles, le Groupement national de la coopération, les sociétés d'assurance mutuelle, les mutuelles de santé, la FNMF, etc., ont commencé à se réunir parce qu'ils pensaient qu'ils avaient des valeurs en commun, des intérêts communs, et que pour se développer, ce serait mieux ensemble que de manière isolée. Ils ont été rejoints dès 1976, assez rapidement, notamment par François Bloch-Lenné, qui était la cheville ouvrière de 2 associations, la DAP, l'Association pour le développement des associations de progrès, qui est devenue par la suite la FONDA, et l'UNIOPS. Et donc, ils ont commencé à se réunir. Ils se sont réunis en séminaire dans la banlieue parisienne en 1977 et ils travaillaient à l'époque avec un universitaire, Henri Desroches, qui était un directeur de recherche, et entre autres, il a une histoire un peu plus longue. Et c'est à la synthèse de ce séminaire-là que Henri Desroches leur dit, écoutez, vous parlez d'organisations coopératives, mutualistes et associatives, et on peut ajouter fondation aujourd'hui, c'est pas très clair. Peut-être que ce serait mieux de dire entreprise d'économie sociale. Alors au départ, ils ont dit pourquoi pas, on va pas le contrarier, mais il a fallu 20 à 30 ans, par exemple pour l'une des mutuelles à laquelle je suis sociétaire évidemment, la Maïf, il a fallu 25 ans en gros pour qu'elle comprenne que l'économie sociale, un peu où elle se situait, mais l'idée était lancée. Et avec l'alternance politique, eh bien, on va avoir une délégation interministérielle à l'économie sociale qui va apparaître à l'impulsion de la deuxième gauche. Donc voilà le démarrage. En réalité, c'est la renaissance d'un mot. C'est un mot que l'on retrouve tout au long du XIXe siècle, notamment dans la tradition universitaire française. Alors il a, en 100 ans, des sens très variables. Au départ, c'est essentiellement un remède à la misère ouvrière via l'associationnisme, un petit peu pour rendre les gens plus solidaires et en même temps les moraliser. Et à chaque exposition universelle, quand elles ont lieu à Paris, on va parler d'économie sociale à partir de 1855. Alors 1855, c'est pas très compliqué, c'est comment gérer un budget très petit pour les ménages. C'est l'économie ménagère en quelque sorte. Comment on peut faire des économies. Mais ça va glisser très rapidement vers les coopératives de consommation pour acheter dans de meilleures conditions les produits. Et en 1867, Frédéric Leplé, qui fait le rapport sur ces innovations sociales, puisqu'au moment de l'exposition universelle, on parle de sciences, de techniques, mais aussi d'innovation sociale, et on appelle ça l'économie sociale. Et il va, au départ, mettre en évidence notamment les réalisations qu'un certain nombre d'employeurs, souvent chrétiens, vont mettre en place pour améliorer la condition ouvrière. Alfred Picard, en 1889,
va reprendre cette idée. Ce seront les institutions, cette fois les sociétés de secours mutuels, un certain nombre d'initiatives prises par les communes aussi pour régler la question ouvrière, pour régler la question sociale, seront mises en évidence. Il y a eu une exposition universelle dans les années 70. On n'a pas parlé d'économie sociale parce qu'on avait peur d'aborder la question sociale après la commune. Et donc on a préféré... vous voyez, dès le départ, elle a un contenu politique un petit peu chargé. En 1900, c'est Charles Gide qui fait le rapport sur ces institutions et il met toutes les institutions de progrès social. Vous voyez, on arrive vers quelque chose qui nous rapproche un petit peu de l'économie sociale et des associations de solidarité qui sont représentées notamment par l'UNIOPS. Et chez Charles Gide, vous voyez, on veut une organisation voulue, réfléchie, rationnelle, et on commence à voir apparaître l'idée de justice sociale. Donc voilà cette idée. Le palais de l'économie sociale était l'un des plus grands stands. J'ai lu la semaine dernière, mais j'ai pas réussi à retenir le chiffre. Vous voyez, c'est l'âge. Je sais plus si c'est 580 exposants ou 5600 exposants. Hein. Mais je vais le savoir bientôt. Je le remettrai sur la diapo si je peux quand elle sera sur le site, parce que j'espère avoir retrouvé la mémoire entre-temps. Mais c'est énorme. C'est toutes les institutions internationales qui montrent ces innovations sociales, et parmi lesquelles beaucoup sont portées par des associations. Alors, l'économie solidaire naît plus tardivement, elle naît plutôt dans les années 80, et à chaque fois, ces organisations sont les filles de la nécessité, disait Henri Desroches. C'est les nouveaux problèmes auxquels il faut faire face. Donc c'est l'insertion par l'activité économique, c'est la finance solidaire, c'est l'accès au crédit, c'est la création d'activités dans des territoires qui ont été mis à mal par l'évolution économique. Et puis, c'est l'invention de nouvelles formes de développement. Il y a de l'innovation sociale dans toutes ces initiatives. Au XIXe siècle, l'innovation sociale, ça peut être le crédit mutuel, incontestablement. Le commerce équitable, les AMAP, les CEL, les réseaux d'échange réciproques de savoir, etc. L'innovation continue et on l'appelle plutôt économie solidaire. Alors pour moi, je les oppose pas, économie sociale et solidaire. Pour moi, l'économie solidaire, c'est l'économie sociale continuée, c'est l'économie sociale en émergence. Pourquoi ? Parce qu'elle partage beaucoup plus de choses qu'elle ne s'oppose sur un certain nombre d'entre elles. C'est la recherche à chaque fois d'une réponse opératoire à un problème, à un besoin, à une inspiration. C'est un groupement de personnes, on parle d'associationnisme. Ça n'est pas une société de capitaux. C'est un groupement de personnes, et ça, c'est une différence importante. Même si après, on se retrouve en concurrence, même avec des sociétés de capitaux, on reste une société de personnes. Et la priorité est donnée aux besoins et non pas à la rémunération des capitaux qui sont engagés de manière risquée dans ces activités économiques. Et comme l'objectif, c'est pas la recherche du profit, même si l'objectif doit être quand même, si possible, la recherche de l'excédent, pour rester autonome, notamment dans le projet associatif qui peut être poursuivi, il faut décider quelles sont les finalités, quelles sont les priorités. C'est beaucoup plus complexe de gérer une entreprise comme celle-là. Et c'est ce qui fait que dans le secteur, c'est vrai des mutuelles, c'est vrai parfois de certaines coopératives incontestablement, et c'est à coup sûr vrai des associations, on ne se réduit pas à une entreprise. Il y a une double nature. Il y a une organisation socio-économique qu'on peut assimiler à une entreprise, mais il y a aussi une institution porteuse d'un projet sociopolitique. On évoquait tout à l'heure un projet de société. Et c'est cette double nature qui fonde d'une certaine manière la spécificité fondamentale de l'économie sociale et solidaire et des organisations ou des entreprises qui se retrouvent en son sein. Alors, pour conclure, il me reste 2 diapos. Edith, tu vas avoir tes 2 minutes. Hein. La première, c'est qu'il faut bien voir l'économie sociale au sein d'une économie plurielle. Il y a d'autres formes d'économie. Et elle est souvent en lien. Il ne faut pas penser l'économie sociale et solidaire comme étant uniquement une économie de la solidarité au sens où on l'entend habituellement. C'est aussi les coopératives d'artisans, c'est aussi les coopératives de marins-pêcheurs. Donc c'est aussi, ça vient en appui d'autres formes d'organisation économique, d'autres modes de production économique. C'est aussi des points d'appui, des relais et parfois des instruments, ça c'est plus discutable, des pouvoirs publics et de l'économie publique. C'est aussi un moyen d'amplifier, de faire changer d'échelle, de consolider les solidarités primaires et notamment les solidarités familiales. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu, c'est parce qu'elle est complémentaire souvent des autres formes d'organisation économique. Et dans le domaine qui nous intéresse, celui de la solidarité, parce que vous aurez compris que l'économie sociale, elle est née au XIXe siècle autour de la question sociale, et que depuis le début,
il y a eu des façons différentes de concevoir l'économie sociale. Les libéraux, les chrétiens, les socialistes pragmatiques n'ont pas vu, et parfois les socialistes marxistes aussi, n'ont pas vu l'économie sociale de la même façon. Ils ne lui font pas jouer toujours le même rôle. Parfois un rôle de supplétif, parfois un rôle de stimulant, d'aiguillon, parfois un rôle de co-opérateur, de co-créateur. Et sur ce schéma, qui est un schéma qui est utilisé beaucoup aujourd'hui dans la littérature internationale, comme tous les schémas, il est critiquable, mais on voit que la solidarité a plusieurs sources, certainement pas seulement l'État-providence. C'est pour ça qu'on parle de welfare pluralisme, d'économie mixte du social. Il y a bien évidemment les solidarités primaires, la responsabilité, le self-help, le fait d'être responsable de soi, les responsabilités familiales, c'est la sphère de droite qu'on appelle la sphère domestique. Il y a les responsabilités collectives, la loi, la protection sociale intervient. Et puis il y a ce qu'on peut trouver comme réponse sur le marché, notamment sous forme d'assurance par exemple, mais aussi sous d'autres formes. Et le tiers secteur, parce que le mot économie sociale et solidaire n'est pas universellement accepté, même au sein de l'Europe, il y a les vocables peuvent varier selon les orientations. Le troisième secteur, on le met au milieu parce que il fait déplacer les frontières. En dessous de ce qui est vert, ce qui n'est pas dans le marché, au-dessus, il y a ce qui est dans le marché. Et pour une part, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et les associations de solidarité notamment, sont sur des marchés en concurrence et sont opérateurs économiques, on y reviendra. Entre ce qui est bleu, on est dans le secteur public à gauche, et ce qui est à droite, on est dans le secteur privé, qui comprend aussi bien la famille que les organisations lucratives de l'économie du marché. Et puis, enfin, en rouge, en dessous, c'est ce qui est informel, et au-dessus, c'est ce qui est formel. Eh bien, le tiers secteur, qui hybride souvent les ressources marchandes, les ressources de la collectivité publique et de l'exercice des responsabilités collectives, et le bénévolat, et les ressources qu'apportent les individus eux-mêmes, la participation qu'ils peuvent apporter, est au cœur de ce welfare pluralisme. Merci beaucoup de la clarté de l'exposé qui nous remet bien les idées en tête. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe, nous, association de solidarité dans l'économie sociale et solidaire? Vous avez mutualisé le temps, 10 minutes plus 10 minutes, ça fait 18. C'est ça la mutualisation, on va encore gagner du temps. Bien, alors il m'appartient de vous parler maintenant de statistiques. La statistique, a priori, c'est rébarbatif, mais c'est aussi un moyen de reconnaissance sociale, et spécialement quand la statistique est officielle. Or, l'économie sociale et solidaire a longtemps été totalement absente de la statistique officielle, même si les familles de l'économie sociale essayaient de faire des comptes souvent assez peu rigoureux. Cependant, depuis 2005, l'INSEE tient des tableaux harmonisés de l'économie sociale et solidaire sur un périmètre qui a été discuté et admis avec la CNCRES, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale. Et sur ce périmètre arbitraire, eh bien, on commence à avoir un certain nombre d'évolutions statistiques. Des expériences universitaires principalement avaient précédé, et également l'expérience de l'ADES, auquel nous avons participé, qui avait pour objet principal de combler cette lacune statistique sur l'économie sociale et solidaire. Alors, que pèse l'économie sociale et solidaire actuellement? Eh bien, 10% de l'emploi salarié national et 8% des salaires. Et dans cette économie sociale, on va voir que les associations se taillent la part du lion dans la slide suivante. Mais sur celle-là, on voit en bleu les nombres d'établissements dans l'économie sociale et solidaire, dans le privé hors économie sociale et dans le secteur public. L'emploi en rouge et l'emploi en équivalent temps plein en vert et les rémunérations versées en jaune.
On voit que la part est déclinante pour l'économie sociale et solidaire des critères, alors que c'est plus heurté pour les autres familles. 10% de l'emploi salarié dans l'économie sociale et solidaire, 65% dans le privé et 25% dans le public. Les rémunérations versées, 8% de l'économie sociale et solidaire, 69% dans le secteur privé hors économie sociale et 23% dans le secteur public. Les rémunérations sont donc déficitaires dans l'économie sociale et solidaire, et nous allons voir que ce déficit de rémunération par rapport à l'emploi, qui est d'ailleurs partagé avec le secteur public, est dû uniquement aux associations. On voit sur cette slide-là que pour les associations qui constituent de loin la famille prépondérante de l'économie sociale et solidaire, quel que soit le critère retenu, eh bien, les associations ont en moyenne des effectifs salariés plus faibles que les coopératives, les mutuelles ou les fondations. Leur emploi est plus souvent à temps partiel, ou saisonnier ou atypique d'une autre manière, vacataire par exemple. Et cet emploi plus atypique dans les associations explique d'une part le moindre pourcentage des emplois équivalents temps plein et le moindre pourcentage des rémunérations. Alors, les rémunérations sont plus faibles dans les associations parce qu'il y a davantage d'emplois à temps partiel ou atypiques que dans les autres familles, mais il y a aussi une rémunération qui est plus faible, toutes choses égales par ailleurs. Alors, nous allons maintenant appréhender le vif du sujet, c'est-à-dire que pèsent les associations de solidarité dans cet ensemble. Eh bien, tout d'abord, le poids dans l'emploi sanitaire et social dans l'économie en 2010. Eh bien, on voit sur ce graphique que le secteur sanitaire et social représente 3 millions d'emplois, c'est-à-dire 13% de l'emploi salarié total. Et il faut souligner que 13% de l'emploi salarié total, c'est presque autant que l'industrie, qui pèse 14% de l'effectif salarié. Donc, on sait que nous avons un déficit industriel actuellement, mais la montée de l'emploi salarié dans le sanitaire et social, pour une part, compense cette baisse. Alors, sur l'ensemble santé sociale, les associations de solidarité, avec leurs millions de salariés, exactement 1 million, pèsent 11% de la santé, mais pèsent 55% de l'hébergement médico-social et social, et 69% de l'action sociale sans hébergement. La partie violette que vous voyez, qui représente donc à droite, il n'y a pas de... Pas faire une petite... Non, il n'y a pas de... Non, pardon. Bon, la partie violette représente les associations de la branche UNIFAF, qui doivent être la branche auquel vous appartenez tous ici. Non, pas tous, bon. D'accord. Alors, cette partie violette représente 24% de santé sociale, un quart, et la partie grise, les 3 autres quarts, ce sont les salariés qui relèvent soit de la fonction publique hospitalière, soit d'autres conventions collectives. Et maintenant, que représentent les associations de solidarité
dans l'économie sociale et solidaire, donc on arrive avec une démarche en entonnoir vers le vif de notre sujet, eh bien 43% de l'ensemble, dont 30% pour la branche UNIFAF. Et la branche UNIFAF, c'est donc les 2/3 des emplois de l'action dans les associations de solidarité, et les 30% restants relèvent essentiellement de l'aide à domicile et d'une partie de la petite enfance qui ont d'autres conventions. Alors maintenant, la situation géographique variable des emplois sur le territoire français. Bon, vous avez en violet une partie qui représente entre 3% et 14%, hein, donc entre 5 et 14%, pardon, c'est tellement écrit petit que je ne peux même plus lire d'ici. Donc, on voit que la géographie, qu'il ne faut pas interpréter par un poids très considérable, par exemple dans le Massif central ou dans les Pyrénées, hein, des associations de solidarité, mais qu'il faut plutôt interpréter par un déficit, hein, des autres formes d'emploi. Hein. Donc, par rapport au total, ça pèse lourd. Donc, il y a une concentration dans les régions montagneuses, dans les régions désindustrialisées du Nord et de la Lorraine, hein, c'est très visible, et puis, alors peut-être une concentration plus positive en Bretagne et dans le Grand Ouest. Alors, cette géographie de l'emploi souligne le rôle de rééquilibrage des territoires par l'emploi associatif de l'économie sociale et solidaire. Alors, deux types d'associations de solidarité assez différentes. Les poids lourds, c'est vous, ce sont les associations de santé et d'action sociale, une association sur 10, 2 associations sur 10 qui ont des emplois, mais plus de la moitié de la masse salariale versée. Ces associations sont en grande proximité avec les pouvoirs publics et parfois vues comme des établissements publics par le grand public, et parfois même par les maires. Les associations caritatives et humanitaires qui sont isolées dans ce tableau qui est issu du dernier ouvrage de Viviane Tchernonog que vous connaissez, et qui vient de paraître, ces associations caritatives et humanitaires sont des chevaux légers à côté. Elles pèsent 4% de l'emploi associatif. Elles ont un héritage de traditions religieuses, pour la plupart, quelle que soit la religion. Et elles comptent parmi celles qui sont de très grande taille, mais aussi il y a de très petites. Et alors, le problème, c'est qu'il y a aussi des associations parmi celles qui sont de grande taille qui sont à cheval sur les deux ensemble. Hein. Par exemple, la Croix-Rouge ou l'APF gère beaucoup d'établissements et donc relève de... Donc, les isoler n'est pas toujours simple. Alors, pour finir, et toujours tiré de Viviane Tchernonog, des tendances récentes. Des tendances récentes qui indiquent l'évolution des ressources des associations de solidarité entre 2005 et 2011. En distinguant, là aussi, caritatif et humanitaire et action sociale et santé. Alors, du côté et puis l'ensemble des associations en dernière ligne. Alors, pour l'ensemble des associations, on voit que le financement privé a augmenté plus vite que le financement public, qui a quand même augmenté faiblement sur cette période de 5 ans. 2% sur 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Pour l'action sociale et santé,
cette tendance vers l'augmentation des financements privés, qui est essentiellement due au fait que la participation des usagers au service qui est rendu est plus élevée, cette marchandisation, entre guillemets, de l'action sociale est fort visible, puisque le privé a augmenté 2 fois plus vite que le public, qui reste quand même orienté, le financement public reste quand même fortement orienté vers le secteur santé sociale. Alors, on fait très justement apparaître sur ce tableau la ressource que représente le bénévolat. Le bénévolat, c'est une ressource essentielle pour les associations toutes petites, c'est même l'unique ressource en main-d'œuvre pour les associations sans salariés, évidemment. Mais le bénévole augmente, crée un effet de levier par rapport aux ressources financières. Et ce bénévolat, il a continué à augmenter, mais moins rapidement qu'au cours des périodes précédentes, entre 2005 et 2011. Et curieusement, il s'est plus orienté vers les associations qui ont des salariés sur cette période que vers les associations sans salariés. Et l'action sociale et santé avait une progression assez forte de ces bénévoles, beaucoup plus forte que les caritatifs et humanitaires. Voilà, bon, sur le nombre, je ne commente pas, c'est pas essentiel. Merci. Peut-être avez-vous terminé le commentaire assez éclairant, d'ailleurs, du poids associatif. Oui, alors, en rouge, vous voyez une diminution dans le caritatif et humanitaire du secteur privé, c'est-à-dire des dons essentiellement. Et je dois dire que ça n'est pas vrai pour les grandes associations caritatives, celles qui appartiennent au comité de la Charte, qui ont eu une progression de leurs dons très, très substantielle sur cette période. Merci. On va vous remercier, Edith Archambault, pour ces propos introductifs. On vous retrouvera tous les deux pour une présentation des enjeux, mais vous parliez d'entonnoir. On était dans le monde, on était en Europe, on était dans l'histoire. Et maintenant, on en arrive au projet de loi de l'économie sociale et solidaire dont on parle depuis ce matin, avec une présentation succincte en une dizaine de minutes par le président du CNCRES et entre autres par donc Jean-Louis Cabrespine, qui est également président du CEGES et qui va pouvoir nous présenter les principaux axes, le calendrier d'adoption, on est en plein cœur de l'actualité, avant de revenir sur les enjeux. À vous la parole, merci. Bonjour, oui, je vais essayer de vous parler de la loi. Alors, je vais essayer de vous rendre attractif, quelque chose qui est un peu aride quelquefois. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Simplement, en vous parlant de la loi, je voudrais quand même resituer cette loi dans l'évolution de l'ESS. Alors, Henri en a parlé tout à l'heure, mais moi, je vais simplement parler du fait que cette loi, c'est une véritable loi de reconnaissance après 30 ans de travail. On peut dire ça comme ça, puisque quand on regarde les 30 années écoulées, on voit bien que on a eu un certain nombre de progressions. Henri en a présenté tout à l'heure, en particulier sur l'organisation du CLAMCA, puis du CEGES. Mais on a aussi, au cours de ces 30 ans, on a vu que les acteurs ont essayé de s'organiser eux-mêmes. Je pense à un point précis, c'est la mise en place de la charte en 1980, la charte de l'économie sociale et solidaire par le CLAMCA et qui a été revue en 1995 par le CEGES. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette charte,
ce qui est contenu aujourd'hui dans la loi existait dans la charte et qu'en fait la loi a repris les valeurs fondatrices qui regroupent ces entreprises. Alors, je vous les cite comme ça, vous verrez qu'on les retrouve dans la loi après. Dans cette charte, on disait les membres signataires de la charte s'engagent à respecter la liberté d'adhésion des membres qui possèdent une double qualité en tant qu'adhérents, sociétaires et bénéficiaires de l'activité, la gestion démocratique, une personne, une voix, les administrateurs sont élus, la non-lucrativité individuelle, les excédents ne sont pas redistribués par rémunération du capital apporté mais réinvestis dans le développement des projets, et enfin l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics. On voit bien qu'on est sur le socle de ce que représente aujourd'hui cette loi. Et puis, parallèlement, on voyait, et Henri en parlait aussi tout à l'heure, on voyait que l'État a eu une reconnaissance de l'économie sociale dans ses services et dans les textes qu'il a pu y mettre. Premier point, c'est vrai que la délégation interministérielle qui a été reconnue par le Premier ministre, qui était rattachée auprès du Premier ministre par le décret du 15 décembre 80, était déjà un premier signe. Mais la question a toujours été de savoir où l'économie sociale et solidaire se plaçait. C'est-à-dire que jusqu'à ce gouvernement, l'économie sociale et solidaire était rattachée aux affaires sociales. Alors c'était un signe pour vous, pour nous, c'était un signe plutôt favorable. Pour l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'était pas un signe favorable parce que les acteurs se reconnaissent comme entreprise et se reconnaissent comme faisant de l'économie. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'économie quand on est au ministère des Affaires sociales, mais la clé d'entrée était plutôt une clé d'entrée sur la misère, le handicap, l'action sociale, etc. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que au cours des dernières présidentielles, les acteurs ont beaucoup interpellé les candidats en disant où est-ce que vous allez nous mettre ? Nous, on souhaiterait plutôt être à Bercy qu'à Fontenoy. Et donc, le fait que depuis le mois de mai, on soit rattaché à Bercy, c'est un signe fort de la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire comme une véritable économie qui permet de faire du développement local. Alors après, sur la loi, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. Rappelez-vous, Guy Asquette, 2000, ministre de l'économie... non, pardon, pas ministre, secrétaire d'État, excuse-moi, secrétaire d'État de l'économie solidaire. Il n'était pas secrétaire d'État de l'économie sociale, il était secrétaire d'État de l'économie solidaire. Et il avait déjà en tête de faire une loi, ça n'a jamais abouti. Ensuite, en octobre 2011, Roselyne Bachelot, qui était ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, soutient l'initiative que propose le député Francis Vercamer de créer une loi. Mais ça m'a beaucoup plu ce que disait Henri tout à l'heure, c'était une Sleeping Beauties, si j'ose dire. Voilà. Cette loi a été confiée au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, mais elle n'a jamais abouti. Et puis, il y a eu des élections, et au cours des élections, les acteurs ont beaucoup rencontré les candidats, en particulier celui qui a été élu, et le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire fait partie des 10 engagements du candidat Hollande, et du coup, c'est un des engagements qui est tenu. Alors, voilà, on a mis un peu plus d'1 an pour travailler sur cette loi. On en voit enfin l'aboutissement puisque ça a été présenté au Conseil des ministres le 24 juillet, ça a été voté au Sénat en première lecture le 7 novembre. Évidemment, derrière, il va y avoir toute la suite, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à l'Assemblée nationale au mois de février. Il y aura la commission mixte, il y aura sans doute un retour vers le Sénat, un retour vers l'Assemblée nationale et puis la commission mixte après. On pense que la loi sortirait en avril, mai. Vous savez qu'il peut y avoir des impondérables qui peuvent retarder quelque peu la loi. On était très inquiets d'ailleurs, pour tout vous dire, avant les vacances de Noël, parce qu'il y avait 6 lois qui étaient dans les tuyaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on ne savait pas si celle-là elle arriverait à passer. Bon, on y est arrivé. Simplement, et j'ai vu que dans les dossiers, vous aviez une feuille là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas unique sur cette question de l'organisation d'une loi de l'économie sociale et solidaire. Ce week-end, j'étais aux rencontres du Mont-Blanc. J'ai rencontré des Portugais, des Québécois, des Équatoriens, des Belges, des Espagnols. Et tous sont dans une logique de mise en place d'une loi de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai mouvement d'une autre forme d'économie, d'une autre manière de considérer le développement économique. Et je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça mérite d'être souligné. Alors la loi maintenant, je vais vous parler de la loi. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous parler surtout du titre 1.
Alors pourquoi? Parce que je vais vous énumérer les 8 titres. Il y a 8 titres dans cette loi, il y a 53 articles. Vous avez de la chance parce qu'on a échappé aux 71 articles du début et aux 371 pages de la première écriture de la loi. Donc maintenant, on est sur un nombre de pages plus réduit et on est seulement sur 53 articles. Le titre 1 porte sur les dispositions communes et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est-à-dire qu'on voit bien, du coup, quelle orientation cette loi va donner à l'économie sociale et solidaire. Et la question qui était posée tout à l'heure dans la première table ronde sur les entrepreneurs sociaux, sur les entreprises sociales, est un élément qui a fait beaucoup débat. Je peux vous dire que l'article 1er a demandé, l'article 1er qui fait en gros 1 page et demie, a demandé entre 6 et 8 mois de travail dans la commission qui s'occupait de rédiger ce texte. Hein. Et les mots ont été pesés. Alors après, c'est pas tout à fait ce qui est sorti, mais en tout cas, voilà ce que les acteurs ont pu produire, 6 à 8 mois. Le titre 2 porte sur la transmission d'entreprises à leurs salariés. Alors ce fameux titre 2, vous en entendez parler puisque le MEDEF ne cesse de dire que c'est une hérésie et considère qu'on va conduire tout droit dans l'ornière toutes les entreprises de moins de 50 salariés parce qu'on va informer les salariés. On va en parler. Le titre 3 porte sur des dispositions relatives aux droits des coopératives et en particulier certaines modifications. Je ne vais pas m'appesantir dessus, mais je vous en parlerai rapidement. Le titre 4 sur les dispositions relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. Là, il y avait quelques modifications, en particulier sur... alors, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, enfin, sur le titre mutualiste. Enfin, c'est pas le titre mutualiste, mais ça me reviendra. Comment ? Le certificat mutualiste, merci, parce que je confonds avec le titre 5 qui, lui, parle du titre associatif. Donc voilà, c'est pour ça. Enfin, entre autres. Hein, bon. Et puis le titre 6, c'est des dispositions relatives aux droits des fondations et des fonds de dotation. Et le titre 7, les dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique. Pour finir sur le titre 8, les dispositions diverses et finales, en particulier l'application de cette loi dans les DOM, voilà, à Wallis et Futuna, etc. Alors, à partir donc du texte, je vais vous parler un petit peu de ce que dit ce titre 1. Le titre 1, premier article, il définit le périmètre de la loi. Plutôt le périmètre de l'économie sociale et solidaire, pas le périmètre de la loi. Donc quand il le définit, il dit sont reconnus, enfin font le. Alors ce qui est intéressant, c'est que, pardon, je commence par là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, cet article 1 définissait l'économie sociale et solidaire à partir des activités. Sont dans l'économie sociale et solidaire, les maisons d'enfants, etc. Enfin, on prenait, il y avait une liste d'activités, bon. Et les acteurs ont dit non, on se définit pas comme ça. Nous, l'économie sociale et solidaire, c'est sur la base des valeurs et des principes que nous respectons. Et nous demandons à ce que la loi dise ça. Donc la loi est repartie dans ce sens-là. Et aujourd'hui, donc, la loi souligne l'importance des conditions à remplir pour être reconnue comme faisant partie de l'économie sociale. Le but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Alors, je vous cache pas que rien que cette formulation, ça fait lever les bras au ciel à un certain nombre d'entreprises libérales. Une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts prévoyant la participation dont l'expression n'est pas seulement liée à leur rapport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, parties prenantes aux réalisations de l'entreprise. Et enfin, une gestion conforme à 2 principes, consacrer les bénéfices au maintien ou au développement de l'activité de l'entreprise et constituer des réserves obligatoires impartageables. Ça, c'est le principe de l'article 1er et on va voir que dans tout le reste de la loi, on se réfère à cet article 1er. Ensuite, il décrit les différentes entreprises et il décrit d'abord les entreprises. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais toutes les entreprises statutaires, c'est ce qu'on appelle les entreprises statutaires, c'est-à-dire mutuelles, coopératives, associations et fondations, en expliquant que dans les statuts, eh bien, on retrouve un certain nombre, on retrouve les éléments que je viens de vous donner. Et puis il dit, et on ouvre à une deuxième type d'entreprise qui sont les entreprises qui sont des sociétés commerciales. Et ces sociétés commerciales, pour pouvoir être reconnues comme faisant partie de l'économie sociale, elles doivent respecter les conditions fixées à l'article 1er, c'est-à-dire gouvernance démocratique, réserve impartageable, enfin tout ce que je viens de vous dire.
Ensuite, elles doivent rechercher une utilité sociale au sens de l'article 2, puisque l'article 2 définit ce qu'est l'utilité sociale. Et elles doivent appliquer des principes de gestion. Alors là, c'est assez, enfin, je peux vous le donner, hein, mais c'est prévoyant le prélèvement d'une fraction moins égale à 20% des bénéfices de l'exercice, diminuer le cas échéant des pertes, enfin, etc. Je vais pas épiloguer, mais en gros, il y a des conditions financières qui sont très claires et très carrées et qui permettent donc de dire cette entreprise en fait partie ou cette entreprise n'en font pas partie. Donc à partir de là, les entreprises qui répondent aux critères que je viens de vous évoquer font partie de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, maintenant, il faut évaluer si les sociétés commerciales en font partie ou pas. Donc c'est là-dessus qu'il y a eu débat. Il y aura, je pense, encore amendement, puisque nous avons des discussions qui n'ont pas abouti là-dessus. En gros, si vous voulez, une entreprise sociale, au sens que je viens de vous donner, sera reconnue comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire au moment de sa déclaration au centre de formalité des entreprises. Alors vous savez que les centres de formalité des entreprises sont tenus généralement par les chambres de commerce. À l'occasion de cette déclaration en tant qu'entreprise, ils auront une feuille à remplir en disant oui, j'ai bien une gouvernance démocratique, oui, enfin bon, voilà. Alors évidemment, vous imaginez que les acteurs de l'économie sociale sont un peu arc-boutés sur la question, mais c'est compliqué parce que là-dessus, le gouvernement semble ne pas vouloir céder. On va revenir à l'attaque. Je dis pas qu'on va gagner, mais on va revenir à l'attaque. D'autant qu'on a quand même quelques inquiétudes, puisque, alors je le dis pour ceux qui ont lu un peu la loi, l'article 52 ouvre encore une autre brèche dont je parlerai après. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, imaginons qu'une entreprise réponde clairement aux conditions qui sont données là. Qu'est-ce qui nous prouve que dans 5 ans, elle respectera toujours ces conditions? Rien. Puisque le patron pourra faire ce qu'il veut. Et que si le patron s'en va, un autre peut le remplacer, il peut faire ce qu'il veut. Donc la question, c'est comment on fait pour mettre en place une espèce de révision qui permettrait de dire, bon, eh bien, vous êtes toujours dans l'économie sociale ou vous n'êtes plus dans l'économie sociale. Donc voilà, cet article, vous voyez, et continue à être un peu compliqué, fera encore l'objet de débat. Je pense que le passage à l'Assemblée nationale va amener d'autres amendements, et en particulier sur ces questions-là. Très rapidement, l'article 2, lui, définit l'utilité sociale avec une interrogation, parce que comme il le définit autour de sont des entreprises d'utilité sociale, les entreprises qui apportent un soutien à des personnes en situation de fragilité ou ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou qui concourent au développement durable. Nous, on pense qu'il aurait mieux valu, enfin nous, je parle aussi bien CGES que CNCRES, on pense qu'il aurait mieux valu définir l'utilité sociale que de définir des entreprises de l'utilité sociale, parce que ça aurait été plus pertinent, ça nous aurait permis d'avancer sur d'autres questions. Le législateur n'a pas souhaité faire ça. Il y avait de prévu, et ça a fait l'objet d'un gros débat avec le cabinet du ministre, il y avait prévu un article 2 bis qui comportait une déclaration de principe. Alors en gros, c'était une déclaration qui aurait été écrite par le Conseil supérieur de l'économie sociale en lien avec le gouvernement, et les entreprises de l'économie sociale, au-delà de leur reconnaissance dans l'article 1, auraient pu dire « je déclare que je suis respectueuse d'encore plus que ce qui est prévu dans la loi, et du coup je signe cette déclaration de principe ». Les acteurs ne l'ont pas souhaité, les sénateurs non plus, puisque cet article a été retiré. Alors je vais aller assez vite parce que je pourrais vous énumérer tous les membres de ce conseil. L'article 3 définit le rôle, la composition et la définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant dans ce conseil, c'est qu'on a, dans la discussion, obtenu qu'il puisse aussi avoir accès aux textes législatifs avant qu'il soit discuté, de manière à apporter un avis dessus. Et ça, c'était un peu important parce que on a eu l'occasion, en particulier dans la dernière, au cours de la mandature qui est en train de se terminer là, on a eu l'occasion d'avoir des textes qui sont parus sans que les acteurs aient pu s'exprimer dessus. Donc on a obtenu ça. Après, sa composition, c'est une composition qui est
assez représentative des acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelles qu'en soient les composantes, c'est-à-dire aussi bien des élus, puisqu'il y a des représentants des conseils régionaux, conseils généraux, pays, etc., des syndicats, des syndicats professionnels, des universitaires et évidemment de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce Conseil supérieur aura la tâche aussi d'organiser une conférence nationale de l'économie sociale et solidaire tous les 3 ans. L'article 4, c'est celui qui m'intéresse le plus, je dirais, en tant que président du Conseil national des CRES, puisque c'est celui qui porte sur les CRES. Donc il définit clairement les missions des CRES en disant qu'elles ont un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, un rôle d'appui à la création et développement des entreprises, un rôle d'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises et un rôle de collecte, d'exploitation et de mise à disposition des données économiques. Edith Archambault en parlait tout à l'heure, c'est l'observatoire du Conseil national des CRES qui collecte l'ensemble des données et qui retravaille là-dessus. Alors en plus, le législateur a souhaité que les CRES aient la possibilité d'ester en justice. Quand on en discute avec le cabinet nous dit c'est la réponse à votre demande de révision tous les 5 ans du statut. Ça ne nous suffit pas, très honnêtement, mais c'est déjà un point important. Ensuite, les CRES auront la jouissance de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Donc ça, c'est un point important, en particulier pour leur implantation, pour une meilleure reconnaissance dans les territoires. Simplement, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y aura un agrément du préfet. Les CRES seront agréés par le préfet, enfin par l'État et le préfet dans les régions. Voilà. Je fais vite parce qu'il y en a beaucoup. Alors après, il y a un article 5A qui porte sur la mise en place d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui sera complémentaire de la conférence nationale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a l'article 5 qui est un article important puisque c'est l'article qui porte sur les pôles territoriaux de coopération économique. Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Parce que, c'est un point important parce que cet article nous donne un outil, mais je ne sais pas comment dire autrement, en tout cas, une capacité à pouvoir fédérer des entreprises sur un territoire ou sur une thématique pour pouvoir faire du véritable développement. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé. Il y a eu 23 expérimentations qui ont été menées. Il y a un appel à projet qui vient de se conclure où il y aura une quinzaine d'entreprises, de pôles, pas d'entreprises, de pôles qui vont pouvoir travailler. Je pense qu'il faut que vous regardiez ça avec beaucoup d'attention parce que c'est un véritable outil intéressant, pertinent et qui doit nous permettre de développer l'économie sociale et solidaire. Sur l'article 7, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est un article qui concerne la reconnaissance des entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc vous savez qu'actuellement, il y a un agrément des entreprises solidaires qui est souvent délivré par la Directe sur la base d'un certain nombre de critères. Le constat qu'on a fait, c'est que cet agrément est distribué de manière assez diverse selon les régions. Là, on le redéfinit en mettant des règles nouvelles. En recadrant un certain nombre de règles. Par exemple, les salaires des dirigeants, des 5 dirigeants ne peuvent pas dépasser 7 fois le salaire la moyenne des salaires les plus bas de l'entreprise. Alors au début, c'était par rapport au SMIC, maintenant c'est les salaires les plus bas de l'entreprise. Le dirigeant, lui, ne peut pas avoir plus de 10 fois le salaire le plus bas. Bon, il y a un certain nombre de conditions comme ça. Ensuite, évidemment, on définit les entreprises qui peuvent bénéficier de cet agrément, mais toutes ces entreprises doivent respecter les critères qui sont dans l'article 1 et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est important parce que je vous disais, dans ces entreprises, et monsieur posait la question tout à l'heure, donc je vais me permettre de les citer, je vais être un peu long, mais je vais me permettre de les citer. Sont citées les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers chantiers d'insertion, les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L121.2 du Code de l'action sociale et des familles, les services de l'aide sociale à l'enfance, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, les établissements et services d'aide par le travail et les organismes agréés par le Code de la construction et de l'habitation. Donc voilà, alors ça c'est pour les entreprises qui sont dans la deuxième catégorie. Dans la première, ce sont des entreprises qui obtiendront cet agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc voilà.
l'inquiétude qu'on a encore et dont on va parler avec le cabinet, c'est ce fameux article 52, puisque cet article 52, la directrice adjointe de cabinet me disait hier, c'est un article de grand-père. Alors je savais pas que ça existait. C'est un article de grand-père. Pourquoi ? Parce que cet article permet de laisser le temps aux entreprises qui sont pas tout à fait dans les rails de rentrer dans les rails. Donc pendant 2 ans, les entreprises d'insertion ou les entreprises de travail temporaire d'insertion qui ne sont pas sous statut de l'économie sociale et qui n'ont pas dans leur mode de fonctionnement actuel une gouvernance démocratique, des réserves impartageables, enfin tout ce que je vous ai donné, auront 2 ans pour faire ça. Donc cet article 52 n'est pas sans créer des inquiétudes parce que du coup, ça veut dire qu'on pourra avoir des entreprises qui, ne respectant pas les principes et les valeurs de l'économie sociale, pourront quand même avoir cet agrément. On est un peu mesuré par rapport à ça. Je vais aller plus vite sur les autres articles. C'est long, hein, je suis désolé, mais bon. Si oui, vous voulez... oui. Même si on peut y revenir par la suite, peut-être en réponse au débat de la salle sur. Je finis juste ces points, les 2-3 points que j'ai à finir. Il y a un article 8 qui porte sur le suivi statistique. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. L'article 9 qui porte sur la commande publique. Alors c'est important parce qu'il est demandé à ce que se mette en place un schéma de promotion de la commande publique. Et cet article va permettre justement de réguler la commande publique, en particulier sur les clauses d'insertion. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur les clauses d'insertion. Il va permettre de réguler les clauses d'insertion. L'article 10 porte sur les subventions. Ça, c'est un point important pour nous puisque c'est un article qui permet de sécuriser la question des subventions et du coup permettra d'éviter les contentieux potentiels qu'il y a souvent et qui ont conduit un certain nombre de collectivités locales à privilégier les appels à marché public plutôt que de travailler en convention ou pour pouvoir payer des subventions à des associations. Dans cet article-là, 2 points ont été rajoutés. Un article 10 bis qui réintroduit les dispositifs locaux d'accompagnement, puisque dans la première version, ils y étaient, dans la deuxième version, ils y étaient plus, parce que le Conseil d'État avait dit qu'il fallait pas les rentrer. Les sénateurs ont souhaité les rentrer. Donc, il faut re-rentrer les dispositifs locaux d'accompagnement et ils en définissent les missions. Dans l'article 10 ter, ils définissent l'innovation sociale. Et je vais finir là, je ne vais pas intervenir sur les autres après, je vais simplement finir sur les 2 articles 11 et 12, puisque c'est les articles dont je parlais tout à l'heure. Articles 11 et 12 sont 2 articles qui font les honneurs de la presse, qui font que le ministre, chaque fois qu'il est invité sur un plateau de télé, évidemment, on lui parle que de ces articles-là, alors que vous voyez bien qu'il y a quand même un peu de matière ailleurs quand même. Bon, ce sont les fameux articles sur l'information des salariés dans le cadre des cessions d'entreprise. Donc ces 2 articles, très honnêtement, je pense qu'on a fait le minimum syndical dans ces 2 articles et que on aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire dire que en cas de cession d'entreprise, on doit prévenir les salariés 2 mois avant la cession que l'entreprise va être cédée. Très honnêtement, on ne pouvait pas faire moins. Hein. D'autant que la loi prévoit déjà que sur les entreprises de plus de 50 salariés, c'est une obligation légale de prévenir le comité d'entreprise. Donc ça existait déjà. C'est un transfert vers les entreprises de moins de 50. Et ça pose beaucoup de questions hein, sur pourquoi il y a une telle opposition. Bon, on devine bien qu'il y a un fondement plus politique que réellement économique derrière. Mais bon, là-dessus, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec le ministre montrent qu'il tient bon sur cette question-là. Et je pense qu'il faut qu'il tienne bon parce que je crois que ça va être un des marqueurs de cette loi. C'est-à-dire que si on cède là-dessus, elle va perdre un peu de sens politique, si j'ose dire. Hein. Pour le reste, on est sur des aspects techniques pour beaucoup, mais là, on va perdre du sens politique. Voilà, je parlerai pas de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a plein de choses hein. Sur les coopératives, par exemple, il y a des changements. On crée des scopes d'amorçage. Il y a des changements pour les coopératives d'activité et d'emploi, pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, etc. J'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais on peut en parler dans le débat. Voilà. En tout cas, c'est pour nous. Et je finirai juste là-dessus, vous dire que c'est bon, tout ne correspond pas encore à ce qu'on pouvait attendre, mais en tout cas,
on n'est pas sur, comment tu disais, une Sleeping Beauties. Là, on est sur autre chose quand même. Voilà, merci. Merci beaucoup de la clarté de l'exposé et qui va me faire une brève transition avant de redonner la parole à Henri Nogassé et Edith Archambault pour les enjeux. Je ne sais pas si on est dans un arc-en-ciel ou si on va dans le brouillard, mais en tous les cas, l'UNIOP se retrouve et partage nombre de vos positions qui sont très claires. Certains y voient des avancées dans le cadre de cette loi et on les mesure. D'autres sont plus circonspects, voire inquiets, donc on s'y retrouve. Et en tous les cas, pour le positionnement de l'UNIOPS et du réseau UNIOPS sur IOPS, on reconnaît et on est très satisfait de cette reconnaissance et de cette visibilité, de cette définition. On a tourné ce matin pour savoir comment définir l'économie sociale et solidaire. Donc là, on est très satisfait de cette définition, d'autant plus qu'on a milité pour la gouvernance démocratique, même si on peut regretter effectivement le caractère économique qui est assez mis en avant dans cette définition au détriment d'une finalité sociale de l'humain qui est peu mentionnée. On s'est battu pour que l'utilité sociale passe dans l'article 1, mais tant pis. En tous les cas, on est satisfait de cette reconnaissance et de cette visibilité. C'est vraiment un point d'inquiétude, alors la loi inclusive, un concept pour dire qu'on va ouvrir l'économie sociale et solidaire à des sociétés commerciales. L'UNIOPS n'y est pas contre, mais à condition qu'évidemment les bénéfices soient redistribués pour maintenir, développer l'activité, enfin, que cette redistribution de bénéfices soit évidemment très, très encadrée, mais on voit bien la difficulté de mesurer, de contrôler quels indicateurs dans le temps. Donc c'est quand même une source d'inquiétude. On est très satisfait de la clarification des subventions, bien évidemment, ce qui nous permet de ne pas systématiquement être dans le spectre des marchés publics. Donc là, il faut le dire à nos interlocuteurs partenaires institutionnels, on peut conclure des conventions et on va pouvoir continuer avec cette clarification, ça c'est vraiment important. Et quand même, on l'a pas cité, je crois, ce matin encore, mais l'UNIOPS rappelle son attachement à la loi de 1901, qui a toute son existence, qui n'est pas remise en cause, et nous sommes très attachés à la souplesse de la loi 1901. Donc, il fallait le rappeler. Donc, on se retrouve dans notre positionnement, dans vos points d'alerte. Alors, merci à vous. Je vous donne la parole sur les enjeux rapidement et nous terminerons ensuite la table ronde par un témoignage d'un acteur de terrain avec Carole Ringot qui justement a répondu, je crois, à un appel à projet sur les fameux PTCE. Vous nous déclinerez le sigle et vous nous donnerez votre témoignage. Vous êtes directrice de l'association Réseau à Carpentras. Avant de vous donner la parole, parce que vous serez notre acteur de terrain du mot de la fin de cette table ronde, quels enjeux face à cette loi cadre ? Alors d'abord, c'est une loi cadre. D'abord, c'est une loi cadre et comme toutes les lois cadres, elle définit des grandes orientations, elle définit des principes, mais elle doit être appliquée à l'aide de textes ultérieurs qui sont essentiellement des décrets d'application. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette période qui va suivre le vote, je l'espère, de la loi et l'arrivée des décrets d'application. D'abord parce qu'il faut qu'ils arrivent et ensuite parce qu'il faut que vous participiez à la fabrication de ces décrets d'application. Donc, je crois que la méthode participative, la concertation, elle est très nécessaire à ce stade-là. Notamment... Oui, donc parmi les débats, on voit que la loi reconnaît, mais ouvre en même temps, donc avec des risques de confusion. Et c'est une loi, et alors on comprend le contexte aussi, c'est une préoccupation majeure en termes d'emploi. Bon, on a vu tout à l'heure que l'économie sociale avait créé plus d'emplois que le secteur privé, mais il y aurait beaucoup de raisons à expliquer là-dessus. C'est pas simplement des raisons génétiques, si je puis dire, qui interviennent. Et donc, il y a le risque que l'on
n'hypervalorise le rôle économique, et à juste titre, mais qu'on sous-évalue les autres fonctions. C'est un peu ce qu'on va essayer de montrer avec ces enjeux très rapidement, puisqu'il faut qu'en 10 minutes, on les présente les 5. Alors, le premier enjeu, donc, reconnaissance officielle, enfin, c'était attendu et c'est important de fait. Mais l'enjeu, ce serait que cette reconnaissance soit une reconnaissance d'opérateurs économiques exclusivement et une reconnaissance pour le secteur des associations de solidarité instrumentale. Je vous expliquais tout à l'heure que dans ce positionnement un peu critique de l'économie sociale au milieu du welfare pluralisme, dans un contexte où les financements publics et les financements sociaux sont tendus, et c'est un euphémisme, où l'endettement a progressé et l'équilibre de ces budgets sociaux ou publics est mal assuré, le recul de la protection sociale laisse parfois espérer que les associations de solidarité seraient en mesure de remplacer, de prendre la place de certaines responsabilités collectives. Alors, parfois ça prend la forme un peu caricaturale de la Big Society, mais il me semble que si les associations de solidarité se réjouissent, et je crois que c'était une idée qui était à l'origine, une intuition qui était à l'origine de l'UNIOPS quand elle a été créée en 1947, c'est que on ne pouvait pas régler tout à partir de la loi et de la protection sociale fût-elle la meilleure possible, mais qu'il y avait aussi besoin de s'appuyer sur les ressources de la société civile. Alors on peut se réjouir de la reconnaissance du rôle que peuvent avoir les associations de la société civile, mais ça ne veut pas dire pour autant que les responsabilités collectives ne doivent pas être assurées. Et les associations de solidarité, notamment au sein de l'UNIOPS, ont, depuis le début de leur action, mais avant même la création de l'UNIOPS, été également des lieux de réflexion, de fabrique, des lieux d'aiguillonnage et de stimulation pour que la responsabilité collective, sous la forme notamment des droits, et sous la forme des droits sociaux en particulier, soit mise en œuvre. Alors, pour conclure, c'est plus l'idée d'un équilibre que l'idée d'un transfert de charges qu'il faut plutôt imaginer, et dans la mesure où, si on veut que la fraternité dans la devise républicaine existe, et c'est ce que dit Mona Ozouf, et j'aime bien la manière dont elle le dit, je ne vais pas répéter la phrase, elle est trop longue, mais vous pourrez la lire quand vous serez sur le diaporama pour le voir après, et dit finalement que la société ne crée pas des droits spontanément, donc l'idée libérale pêche un peu par défaut d'intervention collective et de loi. Et à l'inverse, certaines idées socialistes ont une confiance telle dans la loi et dans l'intervention de l'État qu'elles pêchent peut-être par excès, et que finalement l'action de l'idée républicaine, c'est de chercher le bon équilibre entre les responsabilités personnelles, les responsabilités collectives mais assumées librement, notamment dans le cadre de la liberté d'association, ou par l'exercice d'entreprises mutualistes ou d'autres formes d'entreprises coopératives, et le rôle de la loi. C'est un peu cette idée d'équilibre qu'il faut rechercher. Bien, alors cette loi crée indiscutablement une avancée. C'est une loi d'ouverture. Elle s'ouvre, elle ne s'attache pas au statut hérité du tournant du 19e et du 20e siècle. Elle s'ouvre vers les entrepreneurs sociaux. Évidemment, le MOVES se félicite de cette ouverture aux entrepreneurs sociaux, mais il faut bien souligner que si l'esprit d'entreprise est vraiment une valeur qu'il faut sans doute diffuser dans des associations de solidarité comme celles qui sont représentées ici, le fait de faire du profit un moyen et non une fin, comment le vérifier? Comment faire que des entreprises qui badigeonnent d'un peu de social des activités purement économiques et à but profitable plus ou moins important créent un brouillage avec les vrais entrepreneurs sociaux qui sont souvent des jeunes innovateurs et qui ne seront pas nécessairement entrepreneurs sociaux ad vitam aeternam tout au long de leur carrière. Et donc, il faut qu'il y ait un flux entre les différents types de statuts.
Alors, c'est une loi économique. Bon, on a parlé de symbole de Bercy. De ce fait, il y a sans doute une sous-estimation du rôle social, du rôle politique des associations. C'est ce que souligne la phrase de Daniel de Moustier, qui est ici présente. Un peu plus d'esprit d'entreprise parmi les associations installées, c'est très bien. Un peu plus d'engagement collectif et de responsabilité citoyenne dans les grandes coopératives et les mutuelles, ça ne serait pas mal non plus. Oui, là, c'est bon. Tu passes. Alors, là-dessus, il faut bien reconnaître que les associations ont un certain nombre d'atouts qui ont été obtenus par la Fonda à la suite d'une enquête. Bon, la proximité avec les populations, l'ancrage territorial, des besoins émergents comme par exemple récemment la dépendance, l'isolement, les addictions, l'exclusion numérique, la discrimination, bien entendu, la monoparentalité. Ce sont des risques sociaux que les associations ont pointés et les pouvoirs publics ont embrayé. Des solutions inventives, bon, je prends un seul exemple, les crèches 24 heures sur 24. La capacité à agir auprès des espaces des pouvoirs publics, les lois sur le handicap, par exemple. Le rôle de formation des personnes, toute l'éducation populaire, le soutien scolaire, des associations extrêmement innovantes, comme par exemple le Voisin Malin, qui donne du pouvoir à des femmes immigrées qui restent chez elles. Enfin, on peut trouver infiniment d'exemples. La capacité à mobiliser les salariés et à les motiver par des projets d'intérêt général, je pense que c'est une des raisons qui explique aussi que des salaires, toutes choses égales, plus faibles, soient acceptés dans le secteur associatif. C'est la motivation intrinsèque, comme disait, voilà, à l'état pur. La suite, c'est encore moins. Bon. Alors, bon, ça très vite là-dessus. Que pèsent en termes de produit intérieur brut les associations? 3%. C'est peu et c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que l'industrie automobile, par exemple. Et si on ajoute le bénévolat, eh bien, ça représente de 1 à 2% selon ce qu'on se donne comme salaire fictif par rapport au nombre d'heures de travail bénévole que l'on connaît à peu près par enquête, aussi bien auprès des associations qu'auprès des personnes. Donc, variante faible avec le SMIC, variante 1, 1% du PIB, et variante 5 avec le salaire équivalent de celui que reçoivent les salariés, 2%. Donc il y a d'autres atouts aussi. Donc le challenge à relever est possible, mais dans les exemples qu'Edith a pris, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas toujours des entreprises qui sont les réponses. Quand on pense aux voisins malins, on ne voit pas pourquoi il faudrait systématiquement passer par la forme entreprise pour trouver des réponses. Et un certain nombre d'associations, même si parfois elles sont aussi des entreprises, à côté ou pour expérimenter ou pour compléter, ont des formes qui sortent du cadre entrepreneurial. Le troisième enjeu serait la marchandisation. Alors, ce n'est pas un processus que la loi crée, mais elle pourrait l'amplifier. Alors, elle pourrait l'amplifier parce que entre l'absence de lucrativité absolue et la lucrativité exclusive de l'entreprise, celle que Milton Friedman l'avait rêvée, on s'aperçoit, et on peut s'en réjouir, qu'il y a des formes intermédiaires. Des formes où, à la lucrativité, on ajoute une responsabilité sociale de l'entreprise. Des formes où on dit que la lucrativité est secondaire par rapport à d'autres finalités qui seraient prioritaires. L'entreprise sociale fait partie de cela. Et même aux États-Unis, dans certains États, on invente de nouveaux statuts pour créer des entreprises qui s'écartent du modèle. Alors c'est déjà très important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un seul modèle d'entreprise, contrairement à ce qu'on pouvait parfois imaginer, et que tout le reste, c'était de l'économie Canada Dry. Non, il y a plusieurs formes d'économie.
Alors la marchandisation, et là l'étude de Viviane Chernonog qui vient de sortir dans le paysage associatif français, et quand même, c'est là le graphique que j'ai fait, c'est uniquement pour les associations de solidarité, celles qu'on associations caritatives et humanitaires et associations d'action sociale et de santé. En 2005, le financement, vous voyez, il se décompose comme ça, subvention 38%, 25% de commandes publiques, 27% de participation des usagers, 6% de dons et de mécénat privés, non compris le bénévolat, il n'est pas dedans, et 3% de cotisation. Bon, eh bien, en 2011, ça a considérablement changé en l'espace de 6 ans. Et si on rassemble comme ressources marchandes celles qui sont liées aux commandes publiques, qui sont bien marchés, donc des ressources d'une forme marchande, et la participation des usagers. Et quand on regarde la manière dont les dons sont collectés aussi pour les entreprises qui recueillent des fonds, on n'est pas loin, puisqu'on sous-traite à des entreprises marchandes pour démarcher et lever les fonds, on n'est pas loin non plus du secteur marchand. Mais même sans tenir compte de cela, les ressources marchandes sont passées de 52 à 72%. Et par conséquent, derrière l'économicisation logique que la loi de l'économie sociale porte, il va falloir certainement accepter des formes de concurrence multiples aujourd'hui, y compris par les entreprises sociales, qui sont sur les mêmes créneaux, par des entreprises lucratives, mais simultanément résister. Parce que si on finance tout par des recettes marchandes, il y a des choses qui disparaîtront, et on ne sera plus tôt ou tard, comme on le verra tout à l'heure, qu'un opérateur économique. Bon. Moi, je suis cinquième en jeu. C'est les fonctions d'un meilleur. Ah, d'accord. Alors, le cinquième enjeu, c'est donc la banalisation des... Le cinquième enjeu, c'est la banalisation des associations qui ouvrent la loi ouvre des perspectives pour le développement d'une économie différente, une économie qui emprunterait finalement ce qu'il y a de bien au secteur public et au secteur privé, qui emprunterait au secteur privé son esprit d'initiative, sa réactivité au changement, et au secteur public le souci de l'intérêt général, le désintéressement, et en y ajoutant l'individualisation du service rendu qui prend en compte la personne, ce qui est peut-être fait pour les clients qu'on arrive maintenant à typer, mais qui est quand même pas le cas dans le cœur de la protection sociale où on met les gens dans des cases. Alors, ce risque de banalisation marchande dans le secteur dont vient de parler Henri, il y a donc un risque de banalisation marchande si on se rapproche trop du secteur privé, mais il y a aussi un risque de banalisation bureaucratique qui guette peut-être plutôt les associations de solidarité, qui est finalement, en grossissant, de mettre les gens dans des cases. Et évidemment, cet aspect est renforcé quand il y a instrumentalisation par la commande publique, mais je pense qu'il ne faut pas... il faut voir quel type de commande publique. Je crois qu'il y a eu un progrès très net entre l'appel à projet et l'appel d'offres pure et simple. Et un appel à projet peut contenir des critères qualitatifs qui permettent, là aussi, de préserver la spécificité des associations de solidarité et leur initiative. Le risque en ne privilégiant que la fonction économique et la fonction d'opérateur économique, c'est d'éteindre ou d'essouffler ou d'étouffer les autres fonctions, notamment celle de capitaliseur de la société civile, de mobilisation des capacités que les gens ont pour répondre à leurs problèmes eux-mêmes et collectivement, éventuellement aussi, et comme d'animateur de la citoyenneté. Alors le dernier risque, c'est la stérilisation des potentialités. C'est compliqué de gérer une entreprise d'économie sociale en général, une association de solidarité
notamment. Et je suis reparti, on a commencé avec François Bloch-Lenné, et en relisant un texte qu'il avait écrit en 78 ou 79 sur les paradoxes vivifiants. Et ça montre bien toute la complexité, et je conclurai là-dessus. Les salariés doivent être aussi, à un titre ou à un autre, des militants, parce qu'ils sont aussi porteurs du projet, et dans la représentation, et dans le soutien, et dans l'image extérieure. Les bénévoles qui doivent être qualifiés, c'est ce que disait François Bloch-Lenné, on est bien dans la qualité de gestion, on ne peut pas se permettre de l'amateurisme. Hein. Des organisations gérées comme des entreprises, sans avoir le profit pour objectif. Une mission de service public, mais qui ne doit pas entamer le caractère privé de l'association. C'est-à-dire ne pas être un courroie de transmission des politiques publiques uniquement. Une participation souhaitable des destinataires, des services à leur conduite et à leur mise en forme. C'est compliqué, c'est complexe, mais c'est possible. La loi ne simplifie rien. Hein, il y a beaucoup des attendus que l'on peut et des espérances que l'on peut fonder dans la loi pour le secteur des associations de solidarité qui sont dans les ressources internes. Et Desroches, puisqu'on évoquait, il montre que l'entreprise peut se dissocier du mouvement et que faire vivre ensemble et les trois fonctions qu'on évoquait et l'entreprise, c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que l'action, elle est nécessaire. Tu appelais à la vigilance. La vigilance par rapport à la loi et au décret, oui, mais la vigilance par rapport aux pratiques que l'on porte dans le secteur des associations de solidarité aussi. Merci. Et je veux bien que vous reveniez sur le schéma, le Pulse. Le Pulse était une belle transition, votre schéma d'avant, là, le Pulse éclaté, parce que je pense que ça va être une des avancées positives de la loi, sans aucun doute, les pôles territoriaux de coopération économique. Et c'est vous qui allez rassembler les acteurs, être un élément de rassemblement des acteurs de terrain. Carole Rimbaud, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Donc, je dirige une association gestionnaire de services et d'établissements sociaux et médico-sociaux. Par exemple, parmi ces services établissements, un centre d'hébergement, des maisons relais, une structure liée aux soins santé, une spécificité en matière d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, donc sur le département du Vaucluse. Alors, depuis ce matin, finalement, on se pose la question en écoutant les différentes interventions sur cette loi cadre sur l'ESS, on peut se poser la question de savoir si on va pouvoir rester, nous, les associations du social et du médico-social, dans le champ de l'ESS. Et là, je rejoins ici l'intervention tout à l'heure de mon collègue. Alors, je vais essayer de témoigner un peu dans un sens un peu positif, en montrant comment, sur un territoire, des associations du secteur social, de la solidarité, peuvent, je dirais, s'inscrire dans une démarche ESS, et plus particulièrement, parce que j'aime à le dire de cette manière-là, comment elles peuvent porter un projet politique de territoire. Alors, pour porter ce projet politique de territoire, Réseau n'a pas travaillé seul. Nous avons enclenché cette réflexion il y a maintenant un peu plus d'une année. Nous avons créé une association qui s'appelle ALIA, avec une autre association assez importante dans le département du Vaucluse, qui s'appelle la DVSEA, donc la sauvegarde de l'enfance. C'est une forme finalement de groupe économique de solidarité. Et donc cette association qui a été créée cette année a vocation, c'est une association de coopération et de prospective qui a pour vocation, a pour intention de revitaliser l'innovation sociale de nos associations et pour ce faire de doter à la fois nos associations adhérentes, mais plus largement le territoire d'une plateforme associative de manière à favoriser des mutualisations, mais surtout des coopérations entre les associations du secteur social, mais aussi entre les acteurs du social et dans leur ensemble les acteurs de l'économie sociale et solidaire, voire aussi des entreprises traditionnelles. C'est typiquement une stratégie horizontale d'alliance autour donc d'un projet économique de territoire.
Une spécificité dans Alia et qui nous amène peut-être à aborder la question de la gouvernance et de la participation des personnes accueillies, ce qui est extrêmement important et ce qu'il faut absolument qu'on mette en avant, nous, associations, dans le cadre de cette réflexion, de cette loi cadre, plus exactement, de l'ESS, qui a une approche très économique. Donc il faudra bien y veiller. Nous l'avons traité de la manière suivante. Nous avons organisé une gouvernance associative, alors bien sûr avec un conseil d'administration, mais à côté du conseil d'administration, nous avons mis en place un conseil de prospective qui a pour but de décloisonner et d'ouvrir l'action sociale et associative. Donc ce conseil de prospective, il est composé de nos membres associés, eux-mêmes représentés par différents collèges. Donc on retrouve bien évidemment des personnes accueillies et accompagnées, des citoyens investis, militants dans nos associations, parce que c'est important de revivifier aussi au sein des conseils d'administration l'implication citoyenne, et on voulait le faire à cette occasion. Impliquer aussi les professionnels, les salariés de nos associations. Également des représentants du monde économique, et je le signale puisque nous sommes chez eux aujourd'hui, le Crédit Coopératif est membre de ce collège, et donc du conseil de prospective, et puis des personnes qualifiées qui sont des universitaires et des chercheurs. Voilà, donc Alia existe depuis peu et Alia donc est notre association porteuse de ce projet de territoire, de ce PTCE, pôle territorial de coopération économique. Alors, avant de vous dire quelques mots sur le projet que nous avons élaboré et soumis à l'appel à projet national, quelques mots pour développer un peu votre intervention sur ce que sont les PTCE, les pôles de coopération. Donc, je reprendrai la définition du labo de l'ESS, qui les définit comme un groupement d'acteurs sur un territoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par acteurs? Ça peut être des initiatives individuelles, des entreprises, les réseaux de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, des petites et moyennes entreprises, mais aussi des collectivités locales. Et là, le projet de loi renforce en tout cas ce lien avec les collectivités, les centres de recherche, les organismes de formation. Et donc ce groupement d'acteurs sur un territoire, ça c'est important, met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable. Voilà la définition. Alors, des PTCE sont créés ces dernières années par exemple, pour structurer une filière ou un secteur sur un territoire, pour favoriser, pour créer aussi un cadre à des projets mêlant des associations d'insertion par l'activité économique, des entreprises, des coopératives et des collectivités territoriales, par exemple. Ils se sont aussi créés là dans une dynamique plus économique pour créer par exemple un nouveau mode de commercialisation ou pour répondre à la demande de biens et de services solidaires et durables. Alors, on les appelle aujourd'hui des clusters, mais innovants socialement et économiquement, ce qui les distingue surtout des systèmes productifs locaux, des pôles de compétitivité, des grappes d'entreprise. Je pense que tous ces termes, vous les avez entendus. C'est la présence, bien sûr, en leur sein d'acteurs de l'ESS. Également, la conduite, l'élaboration d'une stratégie de mutualisation au service de l'utilité sociale et du développement durable. Et aussi, ce qui les distingue, c'est l'implication des personnes, des usagers au sein de ces pôles de coopération. Alors, le projet de loi, et c'est bien, a repris ces pôles de territoriaux de coopération économique dans son article 5. L'idée étant de structurer davantage ces initiatives pour les dupliquer et aussi avec une idée derrière qui est de développer des emplois locaux sur un territoire, dans le cadre d'un écosystème local. Donc voilà, par rapport au projet de loi, donc il sera peut-être encore, cet article aura peut-être encore des évolutions par la suite. Alors,
les PTCE sont connus depuis maintenant 2012, puisque à l'occasion d'une réunion nationale qui était co-organisée par le CNCRES, le CORAS et la PEAS, et le voilà, c'est ça. Il y a à peu près 170 projets qui sont remontés. Et parmi ces 170 projets, qui n'étaient pas tous des pôles de coopération, une vingtaine ont été retenus. Vous les trouverez d'ailleurs, ils sont présentés de manière très intéressante et très claire sur le site du labo de l'ESS. Ils sont 23 aujourd'hui, pôles témoins sur le territoire. Alors pour aller plus loin, et ça c'est une grande nouveauté, plusieurs ministères, dans le cadre d'une interministérialité, ont lancé un appel à projet au mois de juillet, doté de 3 millions d'euros, qui va permettre d'accompagner une quinzaine, plus ou moins, de projets, soit émergents, soit des pôles déjà existants, sur les 3 années à venir. Et nous avons donc répondu à cet appel à projet. Alors, notre projet s'intitule le pôle de coopération Nord-Vaucluse, c'est un pôle émergent, vous l'avez compris. Comment on en est arrivé là? Bien dans la suite logique de la création d'Alia, nous avons travaillé avec l'Uriops PACA, qui cet été faisait une étude auprès des adhérents sur le nord du département du Vaucluse, et qui s'est rendu compte que beaucoup de structures associatives adhérentes, mais au-delà des adhérents de l'Uriops, avaient des projets de coopération, de mutualisation, mais ne savaient pas nécessairement comment faire. Il manquait du temps, il manquait de la méthodologie. Et donc, nous avons travaillé ensemble avec l'Uriops pour élaborer un projet de territoire permettant de favoriser des coopérations entre les associations du secteur social et médico-social, mais plus largement avec les associations du secteur, avec tous les acteurs de l'ESS plus exactement. Alors, notre pôle a différentes caractéristiques et ce sont très souvent les caractéristiques qu'on retrouve dans un pôle de coopération. Là, cette fois-ci, c'est une structuration sectorielle et non pas par filière, avec un noyau dur d'associations sociales et médico-sociales. Et je dois le dire que c'est assez innovant dans la démarche, puisque jusqu'à présent, les associations de notre secteur étaient peu présentes, à part dans un pôle témoin. Donc le territoire, vous l'avez compris, c'est le territoire du Nord-Vaucluse qui a été plus particulièrement ciblé, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs sociaux et économiques extrêmement défavorables. L'objet, c'est de regrouper des acteurs associatifs, mais de travailler aussi avec des organismes de formation, notamment l'IMF sur la région PACA, l'Institut méditerranéen de formation, l'Université d'Avignon, les missions locales, évidemment, compte tenu de notre thématique, des entreprises, le réseau Promesse 84, qui est un réseau départemental de l'ESS, et puis, évidemment, les collectivités territoriales, la région, le département. L'idée, c'est de créer véritablement des mutualisations, mais au-delà, surtout des coopérations stratégiques entre nos acteurs, dans le but de favoriser l'insertion des jeunes, puisque nous avons décidé de nous attaquer à cette problématique majeure dans notre département, de manière à sécuriser leur parcours socio-professionnel, et puis plus largement, de maintenir et de développer l'emploi local. Quelques actions qui n'ont pas démarré, je le souligne, qui sont en gestation. Donc, par exemple, la création d'espaces partagés entre nos associations, créer des lieux mutualisés. Ça favorise des synergies assez intéressantes entre les structures associatives. De favoriser aussi des échanges de pratiques à travers la création d'outils de communication collaboratifs. Nous souhaitons aussi travailler à l'organisation de formations pour les membres du pôle et nous aimerions lancer par exemple une démarche de GPEC territoriale spécifique sur nos métiers du travail social. Et pourquoi pas créer par la suite un groupement d'employeurs d'insertion dédié aux acteurs sociaux. Donc ça, c'est pour le volet de maintenir et développer l'emploi local, plus particulièrement sur la cible jeune. Là, nous travaillons actuellement avec les missions locales et avec aussi l'État pour
favoriser l'accès aux métiers du social pour nos jeunes, pour pouvoir, je dirais, leur permettre de rester sur le territoire. En travaillant des sas de préapprentissage sur les métiers du travail social, en favorisant aussi l'identification de stages, la formation de tuteurs, pourquoi pas dans nos structures, et tout ça en lien avec la garantie jeune, puisque le Vaucluse fait partie des 10 départements expérimentaux en matière dans la mise en place de la garantie jeune. Donc là, de travailler le lien entre la garantie jeune et les contrats de génération, les contrats d'avenir, par contre. Et puis, enfin, un dernier travail là, qui a déjà démarré pour les publics, cette fois-ci, les jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, de réfléchir à la mise en place d'activités d'insertion professionnelle, pourquoi pas sous la forme de chantiers d'insertion. Voilà, c'est une palette d'actions que nous avons élaborées, décrites, soumis dans le cadre de cet appel à projet. On attend le résultat courant décembre. Ça nous apporte quoi d'avoir réfléchi au sein de cette dynamique de PTCE? Déjà, c'est de favoriser le travail collectif, collaboratif avec des associations que nous connaissions, mais avec lesquelles on ne travaillait pas nécessairement. C'est nous apporter aussi de la méthodologie, puisque nous faisons à travers cette réponse à l'appel à projet une demande de financement pour pouvoir être aidés dans la méthodologie de médiation et d'articulation entre les acteurs. Voilà, je terminerai pour ma conclusion. Donc, ce que je voulais dire, qu'à travers ce projet, ce qui est très important pour nous, c'est surtout de montrer que nos associations du social et du médico-social ont une vision du vivre ensemble sur un territoire qui est convergent avec la construction d'un projet de développement économique local, que leur finalité sociale ne peut pas être limitée seulement à leur rôle de réparation des ruptures sociales, que par leur poids économique, et que leur poids économique ne peut pas être confondu avec le nombre d'emplois directs ou indirects qu'elles créent par les achats qui sont générés aussi par leur activité, ni leur impact limité à leur dépendance financière par rapport au pouvoir public. Nous croyons, nous, que nos associations sociales créent aussi de la valeur ajoutée sociale en ce qu'elles permettent à des jeunes, à des familles en situation précaire de s'émanciper, d'aller vers un mieux-être, d'avoir des projets. En étant des citoyens à part entière, ils sont aussi des acteurs économiques à part entière. Voilà. Je vous remercie. Merci pour la qualité de votre intervention et pour cette conclusion extrêmement positive où je pense que beaucoup s'y retrouvent. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Oui, je vous laisse vous présenter et puis prendre la parole. Jean-Claude Barbier, chez CNRS. J'ai une question qui concerne l'articulation entre la première table ronde et la deuxième. C'est-à-dire, dans la première, on nous a parlé entre autres, pas seulement, mais de l'économie sociale telle qu'elle est prise en compte actuellement au niveau de l'Union européenne, et puis aussi le panorama présenté par Christelle. Et dans la deuxième, on nous présente la loi. Quel lien y a-t-il entre les deux? Autrement dit, comment se présente l'articulation entre les dispositions dont vous vous félicitez et le droit européen? Je dirais très concrètement, la concurrence, qui est favorisée par le droit européen, les marchés publics, l'obligation des marchés publics. Alors, par exemple, j'ai entendu Madame Concheta Coultrera lors du débat sur les services sociaux d'intérêt général en décembre 2011 à Paris, nous dire, avec une complexité majestueuse, qu'on avait le droit aux subventions. Donc, je voudrais poser la question de savoir si les subventions dont vous vous félicitiez, c'est un exemple parmi d'autres, qu'elles soient reconnues
sont les mêmes subventions que celles du droit européen. Autrement dit, le droit européen, ce n'est pas simplement le soft law dont on a entendu parler. Le droit européen, c'est le droit de la concurrence, le droit des marchés publics, le droit des libertés. Ça, c'est le droit dur. Est-ce que le droit dur correspond bien ? Je suppose que vous avez fait le travail, bien sûr. Merci de cette pertinente question qui peut-être mettrait en valeur quelques paradoxes. Est-ce que c'est vers cette réflexion que vous voulez nous emmener ? Alors, est-ce que vous voulez prendre le temps de la réflexion, même de la réponse ? Non, je vais pas forcément répondre à M. Barbier, mais je sais que quand on a travaillé sur la loi, une des premières interrogations qu'on a eues, en particulier sur l'article 10 que vous évoquez, qui porte sur la question de la subvention, ça a été de mettre en corrélation avec tous les textes qui étaient parus sur les SSIG, SIEG. Et évidemment, il y a eu un travail, il y a eu, je ne sais plus comment ils disent, une européanisation de la loi. Enfin, ils ont confronté entre les textes européens et donc sur la question des subventions, le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui correspond bien à son rapprochement possible avec les SSIG. Mais ça m'amène une deuxième réflexion quand même sur les subventions. C'est vrai qu'en France, la question de la subvention a toujours existé. Vous prenez le Code des marchés publics. Vous avez, j'ai plus ça en mémoire, mais je crois que c'est l'article 13 du Code des marchés publics, l'article 20 et l'article 51, je crois, ou 52, qui disent qu'on peut passer des conventions. Sur l'article 20, par exemple, il y a des secteurs d'activité dans lesquels les collectivités locales peuvent passer des conventions avec des associations sans forcément faire appel à un appel à marché public. Le problème, c'est quand vous discutez, et ça nous arrive assez souvent, quand on discute avec des élus locaux, ils nous disent « Oui, mais tu comprends, le service juridique, il a dit que… » Et le service juridique, il a toujours la trouille des contentieux. Donc le résultat des courses, c'est qu'on nous a embarqués dans un espèce de truc insupportable, difficile à gérer, dans lesquels, en plus, les petites associations ne peuvent pas s'engager, parce que répondre à un marché public quand on est une petite association, c'est une galère d'enfer. Et donc, du coup, petit à petit, on a exclu d'un certain nombre d'activités des associations qui, par leur proximité sur les territoires, auraient pu répondre. Donc, peut-être que cet article 10 ne fait que reprendre des morceaux qui existaient dans le Code des marchés publics, mais en tout cas, c'est bien qu'on le repointe et qu'on aille redire à nos élus locaux écoutez, maintenant, on arrête, quoi. Arrêtez de nous mettre des marchés publics en permanence parce que c'est insupportable et vous êtes en train de vous priver de forces fortes dans les territoires. Henri Noguès. Oui, je suis pas capable de répondre à la question de Jean-Claude, mais dans le fil, est-ce que si on est dans l'économie sociale et solidaire, on doit forcément prendre l'habit d'une entreprise ? Je regardais dans les données de Viviane Chernonog, parmi les associations de solidarité, 55% ont un budget de moins 10 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'elles se reconnaissent dans un modèle d'entreprise. Je ne suis pas sûr que l'action des associations de solidarité ne passe que par la forme de prestation de services sur des marchés. Je suis même certain qu'elle passe aussi à côté. Et par conséquent, il faut peut-être... Alors, là, ça fait écho à ce qui s'est passé au Québec aussi, où les associations de développement communautaire local ont dit « on n'est pas des entreprises ». Et je me demande si... Alors la question, elle était déjà présente quand François Bloch-Léné réfléchissait sur cette question-là. Est-ce qu'il faut isoler les associations de gestion de l'ensemble des associations ou pas? Et la question, moi, je n'ai pas une réponse simple sur cette question-là. Parce qu'une association qui n'est pas de gestion aujourd'hui peut le devenir demain. Et une association qui est de gestion reste aussi parfois, dans un grand nombre de cas, un vrai mouvement. Et par conséquent, on a plutôt privilégié la communauté d'intérêt et donc l'appartenance, même si c'est dans un costume qui est un peu décalé pour certaines associations ou pour comme certaines initiatives de coopération, que celles que vous évoquiez, plutôt que... alors forcément, une loi qui va englober des coopératives, des grandes mutuelles et des associations, y compris de toute petite taille, ou des formes de développement communautaire, c'est forcément une loi où personne ne s'y retrouve tout à fait. Mais c'est justement ça qui fait l'idée du mouvement de l'économie sociale et solidaire et du rassemblement. Il faut être capable de se rassembler en étant divers et il faut que la loi permette
le maintien de cette diversité et n'enferme pas dans une démarche systématique de marchandisation et de développement des prestations de services. Une autre question, une autre réaction? Oui. Merci. Non, je me disais Présenter peut-être. Oui, Anne Pesty-Curiops, Pays de la Loire. Peut-être qu'on peut se saisir de cette loi et de ses dispositions sur la subvention pour parce que je sais pas, on fait pas suffisamment le lien peut-être avec la loi HPST qui inscrit dans le marbre la mise en concurrence sur les activités sanitaires et sociales. Voilà. Et comment est-ce que finalement, mais je connais pas suffisamment le texte de la loi SS et ce qui précise sur la subvention. Est-ce qu'on peut pas s'en saisir sur le plan technique et politique pour essayer d'amoindrir l'impact et de tous les méfaits que l'on connaît de la loi HPST avec les appels à projets et tout ce que ça crée sur les territoires notamment entre les associations, etc. Voilà. Je sais pas. Est-ce que c'est une piste qui a été explorée ou qu'on pourrait explorer au niveau de l'UNIOPS? Ça fait un flop. Non, certains sont dubitatifs. Peut-être n'ont-ils pas été déjà, ne sont-ils pas passés par les fourches codines de l'appel à projet qui met en concurrence, mais qui oblige le partenariat et la coopération néanmoins. Je crois qu'on y reviendra peut-être cet après-midi sur la partie subvention et financement. Ça sera peut-être le moment de reprendre cette question technique et financière. Une dernière question peut-être. Alors sinon, oui. Je voulais savoir si dans votre pôle, vous aviez conçu un processus d'évaluation. Alors, c'est un pôle émergent. Alors, évidemment, on en est au stade où on a commencé effectivement à réfléchir sur des critères d'évaluation des activités qui vont être menées à travers ce pôle entre les différents acteurs. Mais on attend de savoir si on est retenu pour effectivement... On a un an après pour construire le pôle, l'officialiser. Et pendant cette année de travail, évidemment, cette question de l'impact social, moi en tout cas qui me tient à cœur, sera travaillée.